La radiodiffusion-télévision française présente Les chemins de l'aventure, souvenir d'Henri de Montfred, présenté par Paul Guimard. Eh bien, Henri de Montfred, soyez sûr que ce n'est pas par simple courtoisie que je vous dis que je suis particulièrement heureux d'être assis à la même table que vous. D'abord parce que vous appartenez à cette race d'hommes à propos de laquelle on se pose toujours la question de savoir s'ils sont un peu mythiques ou tout à fait réels. Et puis aussi parce que vous représentez pour moi, et pour beaucoup de ceux qui nous écoutent aussi, je crois, le type même de l'aventurier, au sens bien entendu le plus élevé. Ce qui m'amène à vous poser tout de suite la première question. Qu'est-ce pour vous que l'aventure ? Oui, je vois que votre sentiment est plutôt de curiosité, comme celui de bien des gens, pour savoir comment est cet aventurier. Eh bien, s'il y a un homme au monde qui a cherché toute sa vie à éviter l'aventure, c'est bien moi-même. Car si je ne l'avais point fait, je ne serais pas ici, certainement à l'heure qu'il est. L'aventure en elle-même, je l'ai toujours considérée comme inexistante, nuisible, pour ne pas dire plus. Car qu'est-ce en effet que l'aventure ? Une pot de fleurs qui vous tombe sur la tête du 5e étage, n'est-ce pas ? En elle-même, elle ne vaut rien. Mais si elle se développe, si elle se produit, se présente, quand on poursuit un but, le but alors la justifie. Et plus tard, lorsqu'on est sorti de l'affaire... Eh bien, Henri de Montfred, au cours de notre précédente conversation, qui était la première, vous nous avez exposé avec beaucoup de chaleur votre conception de l'aventure. Vous nous avez dit aussi où vous aviez pris contact avec elle, c'est-à-dire à Djibouti et dans la mer Rouge. Eh bien, aujourd'hui et après tant de temps, est-ce que vous pensez pouvoir retrouver les impressions de ce premier contact ? Oui, car elles sont restées dans ma mémoire avec une intensité étonnante. Quand je reviens dans ce pays-là, enfin quand j'y revenais, car aujourd'hui je crois pouvoir me reposer en France, je ne les voyais plus. Les impressions que j'ai eues là, à mon premier voyage sont irremplaçables, je ne les retrouverai jamais. Je les ai notées, fort heureusement. Mais elles se sont notées aussi dans ma mémoire comme une chose presque irréelle. Elle commence surtout à l'arrivée à Suez. J'avais entendu parler de la mer Rouge, à divers points de vue. D'abord par les choses historiques. Et, ne serait-ce que cela, cette mer revêtait pour moi un caractère légendaire, extraordinaire. Et effectivement, elle l'était. Le navire est arrivé le matin, je m'en souviendrai toujours, à l'aube. Un ciel de cuir, de nacre plutôt, et la mer se confondant avec elle, avec dans le fond ce mont Sinaï, cet imposant massif de lave, de rhyolite plutôt. Eh bien, je résume très rapidement, Henri de Montfred, ce que vous nous avez déjà raconté de votre vie et que certains auditeurs ont pu ne pas entendre. Vous avez d'abord été un jeune homme très comme il faut, enfin, comme on voulait que vous fussiez. Vous avez tenté loyalement de suivre le chemin qui vous était tracé par la tradition familiale, c'est-à-dire le lycée, Polytechnique et la suite. Mais très vite, vous avez entendu, et d'une manière impérative, l'appel de l'aventure. Vous nous avez dit d'ailleurs ce que vous entendiez par aventure. À cet appel, vous avez répondu en partant. En partant pour Djibouti, vous vous êtes livré au commerce des cuirs et du café. De Djibouti, vous êtes allé à Harar, et c'est à Harar que nous vous retrouvons aujourd'hui. Oui, Harar fut ma première étape. Et je quittais Harar avec le regret de n'être pas obligé d'y revenir, car cette vieille ville m'avait beaucoup séduit. Mais enfin, il fallait suivre mon destin. Je suis monté à 10, comme tout le monde, par le train. Je ne décrirai pas le voyage, bien qu'il soit très original, mais enfin, les derniers kilomètres se distinguent par une côte terrible. On monte finalement sur des plateaux de plus de 2000 mètres, où le vent est frais. On se croit véritablement en Europe. Et vers le soir, on aperçoit une immense forêt, noyée dans une brume bleue. C'est Addis Abeba. Eh bien, jusqu'ici, Henri de Montfred, les aventures que vous nous avez racontées se passent à terre, que ce soit à Djibouti, à Harar ou à Addis Abeba, où vous nous avez laissés. Or, une grande partie de votre œuvre littéraire se déroule en mer, et je pense qu'il commencerait à être temps que nous embarquions avec vous.
Pourquoi et comment avez-vous quitté vos activités qui consistaient dans le commerce du café et des cuirs pour vous embarquer? Eh bien, par la force des choses. N'oublions pas que j'étais venu en Éthiopie précisément pour être commis de factorerie. Et j'étais convaincu que je ferais tout pour être un commis de factorerie idéal. Comme j'avais cherché en France à être l'homme médiocre, le français moyen. Mais la mer avait marqué en moi son empreinte. Et je l'ai emporté à l'intérieur des terres. Pendant que j'errais sur mon mulet dans les forêts éthiopiennes, j'entendais toujours en moi gronder la mer, comme ce bruit au fond des escargots. Et ma foi, un beau jour, j'ai donné mon congé à mon patron et, muni de quelques faibles économies, je suis revenu à Djibouti. Là, j'ai regardé tous ces hommes qui venaient de ces pays mystérieux, et puis aussi ces pêcheurs de nacre, éventuellement de perles. Eh bien, Henri de Montfred, parmi toutes les aventures dont vous avez été le témoin ou l'acteur, il me semble que celles qui frappent le plus l'imagination sont celles qui ont trait aux esclaves. D'abord, parce qu'il est maintenant communément admis qu'il n'y a plus d'esclaves, et puis ensuite parce que cela choque très vivement la notion même que nous avons de la civilisation. Qu'est-ce donc que l'esclavage tel que vous l'avez connu là-bas? On pourrait dire que ce mot esclave est la base d'un malentendu. On a fait beaucoup de bruit sur l'esclavage éthiopien à la faveur de ce malentendu. Car là-bas, ça n'a rien de commun avec l'esclavage tel que le décrit la case de l'oncle Tom. Je veux dire les esclaves de travail qui ont été importés après la découverte de l'Amérique par nos trafiquants béarnais, bretons, etc. Là, c'était une chose odieuse. Les malheureux étaient pris de vive force, étaient amenés au fond de la cale des navires, les 5/10 mouraient, étaient jetés par-dessus bord, et, rendus sur place, c'était des machines à travailler, des bêtes de somme, qu'on assommait quand ils ne voulaient plus de travail. L'esclave d'Éthiopie et de tout l'Orient est complètement différent. C'est l'esclavage patriarcal tel qu'il se pratiquait dans... Eh bien, au cours de notre dernière conversation, nous vous avons laissé, Henri de Montfred, au milieu des pêcheurs de perles. Nous allons aujourd'hui quitter un peu l'anecdote pour l'histoire, puisque vous nous aviez fait part de votre intention de nous dire quelque chose des origines de ce pays que vous avez découvert et que vous avez appris à aimer d'un amour très chaleureux, l'Éthiopie. Qu'était l'Éthiopie aux origines? Un désert? Non, pas un désert, mais un pays vraisemblablement habité par des races extrêmement primitives qu'on appelle les Chankala aujourd'hui. Tout cela a été changé par une intervention. C'est cette intervention qui est intéressante et je vais aux origines. Je commence au déluge, c'est le cas de le dire, car l'eau joue un grand rôle dans cette histoire. Lorsque je suis arrivé pour la première fois sur la côte du Yémen, à un de mes premiers voyages, au commencement de mes essais de pêche de perles, j'ai été étonné par ces immenses déserts et je me suis demandé comment on pouvait appeler cela l'Arabie heureuse. J'ai pu pénétrer à l'intérieur et des indigènes m'ont raconté alors toute une légende à propos de ruines, de vestiges qu'on retrouve sous les sables. Il paraît que, en ces temps très reculés, il y avait une digue construite par la reine Balkis. Ceci doit se situer quelques milliers d'années avant Jésus-Christ. Au cours de notre précédente conversation, Henri de Montfred, vous nous avez parlé de la conquête de l'Éthiopie par les Sabéens et dans votre récit est passé un nom parmi les plus prestigieux qui soit, celui de la reine de Saba. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais vous demander de nous parler de cette légende et de ses rapports avec la réalité historique. D'abord, qu'est-ce que la reine de Saba et pourquoi ce nom? Bien, ce n'est pas un nom à proprement parler. Saba vient du mot Assab, qui veut dire sud. Le vent d'Assieb, c'est le vent de sud. Le port d'Assab, c'est un port qui est au sud de la mer Rouge, etc.
Par conséquent, la reine de Saba, C'est c'est la reine littéralement la reine du Sud. La reine du Sud, parce qu'elle venait du Sud. Pour tous ces peuples-là, et pour les Hébreux en particulier, c'était le Sud. Voilà pourquoi on l'a appelée la reine de Saba. Elle ne s'appelait pas du tout comme ça, elle s'appelait Makedda, de son véritable nom, car elle était fille d'un Sabéen, c'est-à-dire d'un Yéménite. D'abord, une question se pose. On se demande comment, au milieu de toutes les tribus païennes de l'Afrique, de ces gens qui étaient véritablement les plus sauvages du globe à cette époque, comment a pu rester inchangé, se maintenir, depuis les temps bibliques, ce peuple aujourd'hui chrétien? Ce sont d'abord des raisons géographiques. Le plateau éthiopien étant... Il y a un mot, Henri de Montfred, qui revient très souvent dans vos récits touchant à la mer, c'est le mot de pirate. Est-ce qu'il y a vraiment tant de pirates que ça en mer Rouge, et comment avez-vous fait leur connaissance? Bon, c'est une connaissance qu'on ne cherche pas en général. Enfin, il y a des pirates en mer Rouge comme il y a des requins, hein, mais peut-être un peu plus qu'ailleurs, parce que là-bas, la piraterie n'est pas ce qu'elle a été de nos temps, avec les navires trois-mâts, etc., du temps des corsaires. Là-bas, ça se passe, si je pourrais dire, en famille. C'est artisanal. Oui, c'est cela. Ils se contentent de petits bénéfices. Mais, quelquefois, c'est plus tragique. Mon premier voyage, enfin un de mes premiers voyages en mer Rouge, lorsque j'avais un tout petit bateau, a été marqué précisément par une de ces petites aventures. C'était la nuit, une nuit très douce, un ciel très pur, une brise légère, tout ce qu'on peut rêver comme beau temps. Nous étions en train de suivre la côte d'Ankeli, la côte d'Afrique, par conséquent du côté du golfe de Tadjoura, pas loin de Djibouti. C'est une côte absolument dantesque, avec des coulées de lave, des roches de basalte dressées dans la nuit comme de véritables monstres. Et j'avais serré de près pour voir, dans la nuit, dans la clarté. Au fond, Henri de Montfred, nous vous suivons dans ces conversations, un peu comme vous suiviez vous-même dans votre bateau des routes, au fond, très vagabondes. Une aventure en amène une autre, et bien ici, c'est un peu la même chose, c'est un mot qui en amène un autre. Nous vous avons quitté la semaine dernière sur la côte du Yémen, au sud de Mocha, où les hommes portent plantés sur leurs turbans l'étrange fleur de Cadi. Et comme le pays, après tout, semble étrange et très séduisant, nous pourrions peut-être y rester un peu. Après avoir débarqué, avez-vous pu vous enfoncer dans l'intérieur de ce pays? Pénétrer au Yémen est une chose extrêmement difficile. L'imam d'abord, du haut de ces montagnes, interdit à tout étranger, et même les Arabes, à pénétrer dans son royaume. Là, nous n'étions que sur la côte, mais j'ai tout de même tenté d'aller un petit peu vers l'intérieur jusqu'à la ville de Taïf. Taïf, T-A-E-F, n'est-ce pas, est la capitale des Araniques, en quelque sorte, gouvernée par un cheikh, c'est-à-dire une espèce de préfet. En débarquant, la plage était complètement déserte. Nous semblions faire le vide devant nous. Et sur la plage était tirée une quantité de ces arouks, ces petites barques à deux nez, toutes blanches. La coque enduite de ce savon de chaux. Je l'indiquerai ici pour les auditeurs qui aiment les choses de la mer et la navigation. On ne goudronne pas les navires. Vous commencez votre livre, intitulé Ménélique tel qu'il fut, par ces lignes. Je crois bien être le dernier survivant de ceux qui connurent Ménélique, et cet honneur ne me rajeunit pas. C'était en effet vers 1909, alors que, trop écœuré par la vie du troupeau, ma nostalgie d'autre chose me poussait vers ces pays sauvages, comme on disait dans ce temps-là. Eh bien, c'est à ces souvenirs que je fais appel pour vous demander d'évoquer cette figure de Ménélique qui semble planer beaucoup plus haut que d'autres sur l'histoire de l'Éthiopie. Effectivement, c'est, à mon avis, le dernier des Négus, et c'est lui qui a consacré l'effort de tous ses prédécesseurs en créant une unité éthiopienne. Quand je dis que ça ne me rajeunit pas, c'est qu'évidemment, ça remonte à cette date, mais Ménélique, déjà à ce moment-là, était invisible pour beaucoup de monde. Je ne l'ai connu effectivement que pendant une année, où je lui fus présenté. Je garde l'impression de cet homme resté très frustre,
un bédouin, au fond. Il ne se distinguait pas des autres abyssins, il avait conservé le costume. Mais ce qui m'a frappé, c'était dans son regard une sorte de bonté et de compréhension qui portait vers lui. Et cependant, c'était un homme extrêmement dur, qui a rendu des jugements d'une cruauté inconcevable. Au cours de tous ceux de vos récits qui touchent à la mer, Henri de Montfred, il y a un mot qui revient très souvent comme un mot clé, c'est le mot de mousson. Et à ce mot, vous semblez attacher une importance beaucoup plus grande que celle que vous attacheriez à un simple facteur de navigation. Il vous semble, à vous lire, qu'il soit chargé d'une espèce de contexte historique important. C'est exact. J'en ai parlé avec cette espèce de respect ou de crainte, comme vous voudrez, parce qu'évidemment, j'en avais besoin pour me déplacer. Et pour arriver au bout de mes voyages, il fallait compter avec elle et sa direction. Mais elle a en effet des origines curieuses. Et sa découverte, au point de vue nautique, a été une révolution comparable à celle de la vapeur sur la voile. Ceci remonte fort loin. Nous pouvons prendre dans les débuts de l'Empire romain. On recevait à cette époque des épices, des parfums, des essences, du pays des épices. Tout cela arrivait par caravane, par la route d'Alexandre, une route extrêmement longue, et ces produits en devenaient très coûteux. Les mêmes, cependant, étaient concurrencés par d'autres commerçants, c'étaient les Sabéens, les Yéménites d'aujourd'hui, qui l'apportaient par la mer. Eh bien, Henri de Montfred, au cours de toutes les aventures pendant lesquelles nous vous avons suivis, nous sommes restés presque toujours dans la mer Rouge ou sur ses bords. Aujourd'hui, nous vous retrouvons au Kenya. Pourquoi le Kenya? Parce que j'y suis allé contre mon gré d'abord, en maudissant ceux qui m'y envoyaient. Et aujourd'hui, je leur rends grâce, car c'est à eux que je dois la vie. Ceci est une histoire un peu longue. Et au bout de 10 mois de fil barbelé, là-bas, au Kenya, j'ai été mis en liberté. Je n'ai pas eu des excuses, naturellement, mais enfin, ils m'ont donné la faculté de rester au Kenya, si bon me semblait. Et vous en avez profité, oui, bien entendu. Et j'aurais eu quelques années de moins, je n'en serais jamais revenu, car c'est un paradis terrestre, même avec les Mao Mao, dont nous allons parler tout à l'heure. Je suis allé, en sortant du camp de concentration, chez un Français, le capitaine Prudhomme, qui avait une magnifique propriété en pleine forêt au pied du mont Kenya. Un palace qui avait été construit avec l'immense fortune d'une femme américaine qu'il avait épousée comme tant d'autres et avec laquelle il avait divorcé au bout de 2 ans. Mais ceci n'a rien à voir avec l'histoire. À ce moment-là, on ne pensait pas encore au Mao Mao. On pensait encore uniquement à la chasse. Vous parlez du rhinocéros. Est-ce la bête la plus dangereuse de cette région? Une des plus... Vous venez d'entendre Les chemins de l'aventure, souvenir d'Henri de Montfred, présenté par Paul Guimard.